26, je crois que notre conférence de presse va bel et bien être clôturée afin que chacun puisse vaquer à ses occupations. Et nous espérons vivement qu'en tant qu'organe de presse, vous saurez relayer cet événement qui est l'émanation des attentes de tout un peuple. Chacun de nous, il est déjà arrivé de tomber malade au moins une fois dans sa vie. Alors, quand on tombe malade, soit on est en bête, on a des zones dans le confort, on dit qu'il vient et matin, on dit qu'il maladie pour la place et il dit que le moyen est droit. Ou alors, vous êtes quelqu'un de réfléchi, sentant que vous êtes malade, vous vous dites, je vais me faire diagnostiquer, je vais à l'hôpital. On regarde comment on fait des examens, on identifie les maladies, on vous prescrit ma PCO, schéma thérapeutique. À la fin de cet acte courageux, vous êtes un homme rétabli, vous êtes d'aplomb, vous êtes dynamique. Et c'est le schéma qu'a choisi notre réformateur d'aujourd'hui, comme par coïncidence, c'est un médecin, le docteur Étienne Longolo, qui a constaté, et c'est l'émanation de la volonté de tout un peuple, comme je venais de dire. Il y a beaucoup d'États, il y a beaucoup de dysfonctionnements dans le parti de l'Est, et il ne s'est pas battu. Ensemble avec les autres, ils ont eu ce courage. Et moi, personnellement, je les félicite de vouloir tenir aujourd'hui cette conférence de presse afin de préciser l'opinion sur la démarche que nous devons suivre pour sauver le parti. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'orateur du jour, le docteur Étienne Longolo, et le président sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Chers amis de la presse, bonjour. De prime abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu de bonne grâce à mon invitation et d'accorder une attention particulière à notre parti UDPS. En effet, votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous donnez à ce parti historique qui a combattu la dictature pendant plusieurs années. Je remercie également les fondateurs de ce parti, dont certains sont encore avec nous. Je remercie surtout Papa Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui nous a forgé et inculqué sa vision du peuple d'abord. Je remercie enfin notre président de la République, qui ne ménage aucun effort pour poursuivre et pérenniser cette vision en vue d'assurer le bien-être du peuple congolais. Chers amis de la presse, si je vous ai invité ce jour dans cette majestueuse salle, c'est pour que je vous dise tout haut et en face ce que beaucoup de membres de notre parti disent tout bas. Très bien, très bien. Mais auparavant, je voudrais apporter un éclaircissement par rapport à l'évolution de cette crise qui, à mon avis, aurait pu être résolue en interne. Mais malheureusement, et à mon grand étonnement, est devenu public suite à
un manque de collaboration franche entre nous, membres de l'UDPS. En effet, j'ai personnellement appelé notre secrétaire général pour que nous nous rencontrions pour discuter en face de la gestion de notre parti et que je lui remette la lettre que je lui ai écrite en main propre. Hélas, il m'a fait marcher. Compétence. Un jour, il est festival. Un jour, il m'a donné rendez-vous à la permanence à 14h. Je suis arrivé à 14h, mais lui est arrivé à 17h. À 17h, il est passé directement à animer la matinée politique. Je me suis dit, je l'attends après la matinée politique. Je l'ai accompagné après la matinée politique et on parlait. Je lui ai remis la lettre. Je lui ai dit, voilà la lettre de observations par rapport à la gestion du parti et quelques recommandations que j'ai faites. Il a refusé carrément de prendre ma lettre. Il a dit qu'on se rencontre plutôt le lendemain dans son bureau privé. Et je suis arrivé au bureau privé à 15h. Parce qu'il m'a dit de le voir à 15h au bureau privé. J'arrive là-bas, tout le bureau était fermé, il n'y avait personne. J'ai patienté pendant 15 minutes. Après, j'ai vu un de ses secrétaires entrer au bureau, dans la parcelle, parce que le bureau était fermé. J'ai résolu de remettre à son secrétaire cette lettre. Et le secrétaire, 2 heures après, il m'appelle pour me dire, voilà, le secrétaire général a une fois de plus refusé de prendre cette lettre. Moi, je pensais qu'il allait prendre la lettre, qu'il la lise et qu'il m'appelle pour qu'on puisse en discuter en face. Alors, quand il a refusé pour la 2e fois, je me suis dit, cette fois-ci, je vais lui remettre la lettre par la voie officielle. Je suis allé à la permanence, j'ai envoyé un de mes collaborateurs qui est allé déposer la lettre. Il a déposé la lettre et moi j'attendais qu'il m'appelle. Malheureusement, il a appelé d'autres personnes pour me contacter. Mais moi je me suis dit, cette fois-là, je vais aller de l'avant. Chers amis de la presse, depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de combattants. Pour pouvoir mettre définitivement fin à cette méthode de gestion qui fait tourner à déliquescence notre parti, le fait reculer, et ce, dans le destin bien compris de redorer le blason de notre parti sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et de mieux préparer les élections de 2028.
Je qualifie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de leader incontesté et incontestable pour répondre à nos frères qui se sont réunis il y a quelques semaines à l'université de Kinshasa et qui ont affirmé que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays souffre de manque de leadership. Je les invite à analyser scrupuleusement l'histoire de notre pays. Et ils remarqueront que toutes les fois que notre pays est dirigé par un véritable fils du pays, animé d'un esprit patriotique, les ennemis de notre pays interviennent toujours, soit pour l'éliminer physiquement, soit pour lui compliquer la tâche, en vue de continuer à faire poursuivre notre République démocratique du Congo dans le sous-développement et son peuple dans la misère. Je citerai par exemple le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et du Congo à cause de leur dévouement à défendre la cause de notre pays. Leur successeur, un grand nationaliste, digne fils de notre pays, épris d'un amour authentique, avéré et inavéré pour la République démocratique du Congo, en l'occurrence le président actuel, son Excellence, bien sûr, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son élection en 2018, fournit inlassablement et infatigablement de nombreux efforts pour mettre notre pays sur le rail de développement. Mais les ennemis de notre pays lui mettent le bâton dans le roue en lui imposant une guerre injuste à l'est de notre pays pour condamner notre pays au sous-développement. Nous profitons de cette occasion pour dire aux compatriotes de l'Est qu'ils ne sont pas seuls. Tout le pays est de cœur avec eux. Nous sommes tous victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Nous pensons fermement qu'avec les énormes efforts fournis par notre chef d'État et son gouvernement, cette guerre prendra fin. Notre parti UDPS soutiendra le président de la République et le réarmera. Moralement pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il continue à chercher des solutions idoines qui mettront fin à cette guerre. Notre parti se mettra également à mobiliser toute la nation congolaise contre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses parents. Ce soutien à l'effort de guerre constitue d'ailleurs une des raisons de notre combat pour la restructuration et la réorganisation de notre parti. Nous pensons que le président ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Il devrait sentir qu'il y a des frères et sœurs de lutte, de frères et sœurs de sang politique qui sont à ses côtés pour l'accompagner. Nos frères et sœurs de l'Est devraient réaliser que le parti présidentiel UDPS mobilise la population pour qu'elle participe activement à l'effort de la guerre.
Au demeurant, rien n'est encore perdu. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt. Ça, je vous assure. Je disais ceci. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt. Chers amis de la presse, revenons à ce qui nous a motivés pour enclencher la lutte pour la réorganisation du parti. Je voudrais faire référence à la lettre que j'ai adressée au secrétaire général du parti. Dans cette lettre, j'ai ressorti 23 points qui caractérisent la gestion de notre parti actuellement. Nous avons pris notre temps pour mener des analyses minutieuses et objectives des causes de la gestion de notre parti et nous avons ressorti ces 23 points. Rassurez-vous, j'ai des preuves scientifiques pour ces 23 points. Lors de la matinée politique de la semaine passée, j'aurais bien voulu que notre secrétaire général nous démontrât les comptes de vérité sur chacun de ces points, mais malheureusement, il s'est contenté de dire que le docteur était innocent. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas auteur de cette lettre. On la lui a amenée pour qu'il la pose sa signature. Ce genre de raisonnement n'est pas nouveau pour nous, le monde de l'UDPS. À chaque fois que vous voulez dire à notre secrétaire général de vérité par rapport à la gestion du parti, il dit voilà, il a yoté, elle est compétent. C'est fini pour lui. Compte tenu de contraintes de temps, nous allons ici nous limiter à énumérer les 23 observations sur la gestion et les recommandations que nous avons faites. Vous trouverez le détail parce qu'on va vous distribuer cette lettre parce que je l'ai manipulée, on va vous distribuer les copies. Problème lié à la gestion du parti. J'en ai dénombré 23. Le premier groupe sont des problèmes qui concernent par rapport à ce qu'il a dit. Je ne vais pas le répéter ici. Les immigrés. Le deux, le manque de considération à l'égard de ses collaborateurs. Notre secrétaire général peut vous gronder devant tout le monde. Peut vous humilier devant tout le monde. Et ça, ce n'est pas bon pour la cohésion du parti. Le non-respect de temps pendant les réunions que lui-même organise. Je vais organiser une réunion à 14h, mais lui-même, il arrive à 18h. Le deuxième groupe de problèmes de gestion sont liés à l'institutionnalisation d'un système de gestion personnalisé du parti. Donc il n'y a que lui au parti. Toutes les tâches sont concentrées sur sa seule personne. Secrétaire du parti, communicateur du parti, gestionnaire du parti. Le monde d'un système de gestion administrative
institutionnalisée et professionnelle du parti. Et c'est ce qui fait que le fonctionnement du parti est satisfait. Troisième groupe de points de gestion, absence d'une cellule de réflexion stratégique. Ça c'est vrai, c'est tout ça. Moi, quand je suis dans l'égalité PES, j'ai commencé d'abord par intégrer une cellule de réflexion qu'on appelait CEPRO. Toutes ces cellules n'existent plus. Donc, toutes les stratégies, machine à bagarre, toutes les éléments politiques sont faits devant le budget. Et parfois avec beaucoup d'erreurs. moi, au niveau du parti, d'une stratégie politique d'accompagnement et de soutien au chef de l'État. Nous n'avons pas cette stratégie. Vous savez, le chef de l'État est venu connaître, on se dise, le moins difficile par rapport à la guerre à l'Est. Il fallait que notre parti puisse l'accompagner. Il puisse sentir qu'il a ses frères et sœurs avec qui il a évolué. Ils sont là à côté de lui en train de l'encourager. Mais nous ne faisons pas ça. L'absence de leader IDPS dans beaucoup de territoires ici. C'est ce qui a fait que nous avons connu un problème très grave et très difficile pendant les élections pour la sélection de nos candidats députés. On se le dit, nous avons reconnu à d'autres personnes qui sont venues à l'IDPS le même jour et qu'on a placé sur la liste. Tout simplement, je vais aller vite, tout simplement parce que pendant les 5 ans passés, nous ne sommes pas planifiés, nous n'avons pas préparé les élections de 2023. Tout était improvisé. Moi qui vous parle, maintenant j'étais dans ma circonscription à l'intérieur, j'ai reçu, parce qu'on nous exigeait par la CENI le reçu de paiement de la caution, moi je l'ai reçu 2 heures avant la clôture. Et pourtant, la CENI avait donné une période de 3 semaines ou 1 mois. Mais j'ai reçu cette facture de reçu à 2 heures avant la fin. L'UDPS et ce parti mosaïque n'ont pas pu avoir la majorité absolue au Parlement. Si on avait atteint la majorité, on allait avoir la présidence de l'Assemblée nationale. On allait également avoir la présidence du Sénat. D'autres partis ont fait pourquoi pas nous? Kaboul vendait des posters. C'est tout simplement parce que j'ai appris qu'on vous chante 150 députés. L'hôpital de Mosaïque. Ce qui était important, et je crois que si nous nous sommes préparés d'abord, pendant 5 ans, on allait avoir plus de 250 députés. Et je vous rassure, avec cette réforme que nous allons commencer, nous aurons plus de 300 députés. Manque d'accompagnement opérationnel de nos structures de base. Nos fédérations ne sont pas accompagnées. Nos sections ne sont pas accompagnées. Nos cellules ne sont pas accompagnées. Nos structures spécialisées ne sont pas accompagnées.
donné l'alerte ce soir. Il y a des communications entre le niveau national et les fédérations. Les fédéraux viennent me trouver pour se plaindre par rapport à ce problème-là. On peut envoyer une lettre ici, le secrétaire général, et ça sera pendant longtemps sans suite. Et les fédéraux peuvent venir ici à Kinshasa et ils ne sont pas reçus. L'implantation de notre parti dans les recoins de notre pays laisse à désirer. Quand vous allez à l'intérieur de ces côtés du Quinois, beaucoup d'entre vous ne voyagent pas à l'intérieur du pays, mais quand vous allez là-bas, ce grand parti de masse que notre père, Etienne Tshisekedi, a implanté partout. Dans certains villages, ce grand parti n'est connu que le nom maintenant. Aucune activité du parti, aucun représentant du parti, aucun drapeau, aucun insigne du parti. Tout simplement parce que le niveau national est mal organisé. L'incapacité de notre parti à résoudre les problèmes qui gangrènent certaines de nos fédérations. Le centre programme et structure spécialisée du parti, notamment la convention démocratique du parti et l'école du parti ne fonctionne pas. Le clientélisme pour la nomination du membre du parti. Il y a une dame qui est venue me voir. En 2021. Elle dit voilà, il faut me parrainer parce que je voudrais intégrer l'UDPS. Je lui ai dit, je peux te parrainer, mais il faudrait rentrer à la cellule. Je sais que tu veux. Comme ça, tu viens me montrer ta carte, ton adhésion, comme ça, on va parler. Alors la dame fait ça tout de suite. Un jour, je viens chez le secrétaire général, j'arrive là-bas, je trouve la dame. Quelques mois après, la dame était nommée administratrice.
Miss deuxième bureau. Vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, on voulait étouffer nos deux structures. Le Parlement debout. À des doubles, oui, collectif. Le Parlement debout est la force du progrès. Oui, collectif. Beaucoup de membres de cette structure étaient poursuivis. Je suis là. J'ai été arrêté. La nuit. Certains d'entre eux étaient même arrêtés. Nous sommes là, on a été arrêtés. Vous comprenez? Certains cadres du parti utilisent abusivement leur position et leurs relations personnelles avec la police ou avec la justice pour régler des comptes à d'autres membres. Parce que j'ai entendu beaucoup de combattants me critiquer dans les réseaux sociaux à cause de Covid. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Je ne veux pas le dire pour garder la cohésion du parti. Vous savez le jour comment inviter mon parquet de la Cour de cassation. Mon avocat m'avait dit, la veille, il y avait déjà des histoires pour quitter pour qu'on t'arrête. Selon les informations de mon avocat. J'arrive au parquet, je me suis défendu. Et il était question, parce que je ne savais pas pourquoi on m'a convoqué au parquet, il était question que je rentre à la maison pour prendre mes éléments de défense. C'est comme ça qu'on s'est entendu avec le magistrat. Le magistrat sort, il fait un coup de fil, après il rentre pour me dire voilà, vous êtes sous ma. Donc vous allez directement en prison en attendant le jugement. J'arrive à la prison. J'arrive à la prison. Le juge me suit à la prison. Et pendant le jugement, ils ont demandé au magistrat qui était là, pourquoi vous avez arrêté le docteur Eteli? Le magistrat dit voilà, on l'a arrêté, on n'a pas encore de preuves, parce que le juge voulait avoir de preuves. Pourquoi on l'a arrêté? On n'a pas encore de preuves, mais nous voulons le garder en prison. Les juges ont dit, vous ne pouvez pas vous amuser avec quelqu'un comme ça. Allez, Eteli, prends tes bagages, tu rentres à la maison. Et c'est comme ça que je suis sorti. Et pendant que j'étais en prison, il y avait un maître, celui de droit de l'homme, maître Kapiamba, qui connaissait bien mon dossier et qui m'a défendu. Et quand je suis sorti de la prison, je viens parler avec lui pour lui montrer des preuves. Il m'a dit voilà, je ne peux plus te défendre parce que j'ai reçu des coups de fil qui venaient de certains conseillers de la présidence. Et certains d'entre eux sont maintenant aujourd'hui ministres qui m'ont dit voilà, il faut laisser ce monsieur-là, il est dangereux. Il faut qu'on l'arrête. Moi je me suis dit, je suis dangereux comment? Par rapport à quoi? Depuis que je suis au parti, secrétaire général adjoint, je me suis chamaillé avec personne. Bien éduqué. Je suis d'un tempérament assez calme, je ne parle pas. Si vous me voyez parler aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas. Alors, même quand on m'a dit voilà, je connais bien ton dossier, mais les gens à la présidence m'ont appelé, certains conseillers. L'IGF aussi a appelé pour dire voilà, il faut laisser
ne savais pas pourquoi. Alors, je me suis dit, je vais me débrouiller autrement. Je suis allé chez mon avocat et nous nous sommes mis à chercher des solutions pour qu'on se défende. D'abord, on ne voulait pas qu'on me juge parce que je suis resté comme ça pendant plus d'une année. On ne m'a pas appelé pour me juger. Et les jours qu'on m'a appelé, le magistrat, le juge était à 7. Et tout le monde était unanime que le docteur Eteni n'avait rien fait. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un manquant de 15 000 $. Ce 15 000 $, et ce 15 000 $, là, moi-même, quand j'étais ministre, je savais celui qui avait volé ça. Il y avait un conseiller du FCC. Parce qu'à l'époque, c'était le FCC Cash. Mon vice-ministre avait amené, je crois que c'était 55% et 25%. Donc le FCC devait amener 25% du conseiller et moi je devais amener 55% du conseiller. Donc dans le 25% de FCC, il y avait un conseiller qui était chargé pendant la Covid il était chargé de la logistique. Donc c'est lui qui s'occupait des achats, ainsi de suite. On avait besoin, oui, ça fait il est condamné. Je cite son nom parce qu'il est condamné. Alors, il va à la FIMA. Comment est-ce qu'on appelle la FIMA? C'est fort. Il s'attend avec les gens là-bas pour gonfler la facture. Donc c'était une facture normalement de 114 000 $ pour 3 ambulances. Lui, il a gonflé à 130 pour récupérer le 15 000 $ et quelque chose qui est. Alors, il vient avec la facture. Pendant la Covid, les banques ne fonctionnaient pas parce qu'on avait réduit les activités service minimum et les banques ne fonctionnaient pas. On lui avait mis l'argent pour aller acheter le 3 ambulances. Il est arrivé, il a donné 115 000 $ et il est resté avec le 15 000 $. Et après, quand j'étais ministre, j'ai appris ça. Certains de mes conseillers m'ont informé de ce vol. Moi, je l'ai dénoncé à la justice. Et on l'avait arrêté. Vous connaissez notre justice, qui est souvent critiquée par le chef de l'État. Et quelques temps après, je ne sais pas ce qu'il a fait, parce qu'il y avait des preuves. Quelqu'un qui vous amène une facture pro forma, et vous avez fait des recherches, vous avez trouvé, la CFO vous a envoyé la vraie facture. Vous avez les deux preuves là, et malheureusement, on l'avait fait partir. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir la tête du ministre Eteni. 15 000 $. 15 000. Alors, il est sorti. Moi, on m'a appelé par les juges. Tous les 7 juges étaient unanimes que Eteni n'avait rien fait. Le seul grief qu'ils ont trouvé dans ce dossier-là, c'était le 15 000 $. Et parfois, je vous dis, il ne faut pas suivre les bruits qui se passent dans les réseaux sociaux. L'IGF, il est très fort dans les réseaux sociaux. S'il accuse quelqu'un, attendez que les juges l'appellent. Parce que moi, je suis ce qui se passe dernièrement ici. Donc, il faut être très prudent. Moi, j'ai travaillé dans d'autres pays avec des services IGF là-bas. Je n'ai jamais vu un service comme ça, qui est toujours dans le réseau, qui accuse tout le gouvernement de détourneurs, qui accuse tout le monde de détourneurs. Moi, je n'ai jamais vu comme ça. Il peut travailler, et moi, à mon avis, il peut travailler et après remettre les conclusions de son travail à la justice. Je sais que la loi lui permet de publier son rapport. Malheureusement, la population, notre
qualifiés de détourneurs, c'est à cause normalement de ça. À cause de ça. Tout ce que vous attendez là ne sont pas des détourneurs. Il y a des fils et filles de ce pays qui travaillent avec amour de leur pays. Mais malheureusement, quand on parle de l'IGF, et c'est tout le monde qui en parle, et voilà des détourneurs, et ça, c'est une contre-propagande contre notre pouvoir. Et moi, je crois que les choses vont changer, et doivent changer. Je travaille dans d'autres pays, au Congo-Brazzaville, Niger, Côte d'Ivoire, Nigeria, il y a aussi des IGF, mais qui ne sont pas dans les réseaux sociaux comme on le voit. C'est sensationnel. Donc, quand j'étais acquitté, parce que les juges, il y a même un qui a parlé à mon avocat pour lui demander est-ce que il y a des problèmes politiques avec vos gens là-bas. À l'époque, je n'avais pas compris. À l'époque, je n'avais pas compris. Mais quand j'étais acquitté, j'étais à la maison avec un ministre que je tais le nom et notre secrétaire général l'a appelé. Le ministre a dit voilà, je suis avec l'excellence Eteni dans sa maison. Je suis venu lui rendre visite. Et le secrétaire général voulait me parler. Le ministre m'a tendu le téléphone et lui-même m'a dit ceci, que voilà, docteur Eteni, il y a des gens qui coûte que coûte ne voulaient pas que tu sortes de la prison, qui voulaient que tu sois condamné. Il m'a dit ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas ces gens-là. Lui-même. Je ne connais pas ces gens-là. Et un jour, j'étais chez un de mes petits, un cousin du président. Je suis allé lui rendre visite dans son bureau. Et quelqu'un, un conseiller du président, l'a appelé. Il a appelé. Et le cousin du président, là, souvent, il y a des gens qui ne devaient pas prendre le téléphone. Là. Il y en a qui mettent la main libre. Alors, ce conseiller-là l'appelle. Et puis il dit, voilà, on se retrouve quelque part. Il dit, non, non, je suis avec Kouloutou Eteni. Dès que je termine, j'arrive. Il dit, ah, tu es avec ce vieux-là. D'ailleurs, on va l'arrêter bientôt. Ce vieux-là est dangereux, on va l'arrêter. Et mon petit a été gêné. Il était obligé de couper le téléphone. Et il me demandait, qu'est-ce que tu as fait à ce conseiller? Moi, j'ai dit, je ne connais pas ce conseiller, je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais vu quelque part. Je ne connais pas ce nom-là. C'est la première fois d'ailleurs que j'appelle qu'il y a un conseiller comme ça. Et le petit a dit, et voilà donc le complot dans lequel j'étais. Et heureusement, Dieu est vivant. Dieu est vivant. S'ils pensaient que je suis dangereux, si ces gens-là pensaient que je suis dangereux, parce qu'un jour, je vais me battre pour la réorganisation du parti, ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé et je vous rassure que cette démarche ira jusqu'à la fin. Voilà les recommandations pour revenir à notre texte. Voilà les recommandations que j'avais faites dans la lettre. Je propose l'organisation dans un plus bref délai d'un congrès du parti. Un congrès qui nous permettra d'examiner, de délibérer et de statuer
l'organisation et tous les problèmes soulevés liés à la mégestion du parti. Oui, ça doit partir. La restructuration du parti et définir le mécanisme de fonctionnement d'une administration efficace pour une gestion participative et professionnelle. Mettre en place des stratégies de consolidation et de conservation du pouvoir après 2028. Parce que je vous assure que les gens ne pensent pas que après 2028, l'UDPS sera là. Si nous sommes en train de nous battre, c'est pour que l'UDPS soit présent après 2028. Définir les stratégies et les mécanismes d'accompagnement du chef de l'État dans cet effort de mettre définitivement fin à la guerre et d'améliorer le bien-être des Congolais. Identifier des voies et moyens permettant d'établir une bonne collaboration entre le niveau national et les différentes fédérations en vue d'asseoir une implantation harmonieuse du parti. Redynamiser et restructurer les organes d'appui à la bonne marche du parti, tels que l'école du parti et la CDP, et créer une cellule stratégique de réflexion. Merci. Également, envisager les cas échéants, la révision de certains articles de statut du parti en vue de son bon fonctionnement.